J'ai entendu mon propre code, signé de mon nom, présenté comme une création collective. Et ce n'était que le début. La salle était pleine, mais personne ne parlait. Une lumière crue tombait dans les visages tendus, les yeux rivés à l'écran suspendu. Le logo de la boîte tournoyait en boucle, comme un avertissement silencieux. Puis elle est montée sur scène. Élise Garnier, PDG depuis à peine 6 mois, sourire glacial, tailleur structuré, voix programmée. Nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui la plateforme de demain. Je me tenais au fond, seul, les mains moites dans les poches. Elle parlait de mon framework, celui que j'avais conçu ligne par ligne pendant 3 ans. Sécurité intégrée, scalabilité, architecture zéro latence. Je reconnaissais chaque mot, chaque démonstration, chaque faille colmatée à 4 heures du matin. Et elle récitait tout ça comme une actrice sur un script volé. Mon nom n'était nulle part. Un applaudissement éclata. Trop fort, trop faux. À côté de moi, Maxime, l'ancien DevOps, me jeta un regard bref. Il savait. Il détourna les yeux. Plus tard, dans le couloir arrière, une conversation filtrait à travers une porte entr'ouverte. « On a verrouillé les accès ? Il ne peut plus modifier le code, hein ?» Non, tout est migré sur le cloud propriétaire, et les droits réaffectés. C'est propre. Ma gorge s'est serrée. Propre. Ils appelaient ça propre. Je suis sorti dans la rue. L'air lourd, presque métallique. Les gens passaient sans me voir. J'ai erré jusqu'à la Seine. Là, accoudé à la rambarde, j'ai regardé les bateaux passer, les reflets brisés dans l'eau noire. Mon portable vibrait. Message non lu, convocation, agenda. Je l'ai éteint. Un groupe d'étudiants riait derrière moi. Léger, bruyant, vivant. Moi, j'avais l'impression d'être vidé de tout. Quelqu'un m'a touché l'épaule. « Julien, t'es là depuis combien de temps ?» C'était Camille. Elle avait quitté la boîte 6 mois plus tôt. « Trop de politique ?» disait-elle. Elle m'a regardé dans les yeux, puis son regard a glissé vers l'eau. « Tu veux me dire ce qu'ils t'ont fait ?» Je n'ai rien dit. Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait. « Je te paye un café ?» On s'est assis à la terrasse d'un petit troquet au bord de l'eau. Je ne touchais pas à ma tasse. Camille parlait doucement, presque à mi-voix. « Je t'ai vu dans leur slide, t'étais effacé, volontairement. Je ne savais pas si je devais être furieux ou juste triste. Je me sentais disloqué, comme si mon identité s'était détachée de moi. Ils n'ont pas encore les brevets, hein ?» Je l'ai regardé un long moment. « Non, pas encore. » Elle a souri, pas joyeusement, un sourire court, technique. Et là, enfin, j'ai commencé à penser à quand tout avait commencé. Le lendemain, je suis retourné au bureau, par automatisme, par orgueil peut-être. Personne ne m'avait officiellement écarté, alors j'ai badgé, j'ai monté les étages et je me suis assis à mon poste comme si de rien n'était. Mais tout avait changé. L'écran d'accueil ne reconnaissait plus mes accès routes. Les dépôts gîtes avaient été migrés, les accès admin révoqués. Mon badge fonctionnait, mais on avait coupé mes mains. J'ai levé les yeux. Dans l'open space, Élise parlait avec Zoé, sa fille, fraîchement nommée Chief Operating Officer après 3 mois de stage. Elle riait, debout près du tableau blanc où mon ancien diagramme d'architecture trônait encore, annoté en rose fluo. Zoé faisait de grands gestes, expliquait quelque chose, comme si elle avait compris l'ossature du code. Une blague, pensais-je. Une mauvaise blague. Je suis resté là, toute la journée, à faire semblant de lire, de cliquer, d'exister. À midi, dans la cuisine, j'ai surpris une discussion. Il croit qu'il est encore indispensable. T'inquiète, il va finir par partir de lui-même. Silence. Puis, faut juste qu'il comprenne que c'est plus son bébé. Son bébé, mon travail, mon système. Je suis sorti sur le toit. Là où, avant, je fumais parfois avec Mathieu, le premier designer de l'équipe, parti depuis 1 an. On parlait de rêve, d'impact, d'élégance dans le code. Maintenant, le toit était vide, trop propre. Flashback. 2 ans plus tôt, on bossait jusqu'à 3 heures du matin pour sécuriser une démo. Mathieu posait des questions. Moi, j'implémentais les réponses. Une équipe minuscule, mais soudée. On y croyait. Je me souviens du moment précis où le verre a pénétré dans la pomme. Un mail interne.
Objet. Nouvelle stratégie d'expansion. C'était sec, froid. Élise venait d'être nommée par les investisseurs. On l'avait vue une fois, au début. Puis elle s'était installée. Nouvelle vision. Nouveau KPI. Moins de code, plus de slides. Et moi, j'ai laissé faire. Je croyais être protégé par la qualité de mon travail, par la clarté de mes algorithmes. Mais j'ai négligé le pouvoir des récits, des présentations, du jargon managérial. Retour au présent. Le soir, dans le métro, j'ai ouvert mon carnet. J'y avais noté les jalons du développement, les noms des modules, les idées encore non publiées. Je les feuilletais, lentement. Chaque page, une preuve que ce que j'avais créé était bien réel. Tangible, travaillé. Mais alors pourquoi doutais-je ? Pourquoi une part de moi voulait croire qu'ils avaient le droit ? Est-ce que j'avais signé quelque chose sans y prêter attention ? Est-ce que, sans le vouloir, j'avais cédé mes droits ? J'ai fouillé dans mes mails, retrouvé l'accord de collaboration. Une clause, vague, sur la cession des améliorations collectives. Rien sur le framework initial. Je n'ai rien dit ce soir-là. Pas même à Camille, quand elle m'a écrit « Tu tiens le coup ?» J'ai répondu « Je ne sais pas. » Parce que je ne savais pas. Je n'étais pas encore en colère, pas encore prêt à me battre. Mais quelque chose avait bougé. Un soupçon, un inconfort, une faille. Et dans cette faille, j'ai commencé à glisser. Le lendemain, je n'ai pas badgé. Je me suis installé dans une petite salle de la BNF, au fond du bâtiment Richelieu, entre deux chercheurs concentrés sur des manuscrits du 18e. Mon laptop ouvert, carnet posé à gauche, je n'étais plus employé. J'étais l'auteur, et j'allais le prouver. Première étape, le code source. Mes archives locales contenaient toutes les itérations. Chaque commit était daté, signé, expliqué. Je pouvais retracer chaque brique, chaque évolution, et surtout le moment exact où le système était devenu un produit exploitable. Deuxième étape, les mails. J'ai retrouvé un fil daté de janvier où j'écrivais à Élise. La couche de sécurité XG est maintenant fonctionnelle. Je préfère ne pas la pousser sur le cloud commun tant que le chiffrement n'est pas finalisé. Elle avait répondu « Comme tu veux, tant que ça marche au final ». Preuve qu'elle n'y comprenait rien. Preuve qu'elle avait validé mon autonomie. Je souriais. Un petit sourire sec. Le genre de sourire qu'on fait quand on touche un fil électrique et qu'on survit. Dans l'après-midi, j'ai pris rendez-vous avec un avocat. Recommandé par Camille. Propriété intellectuelle, start-up, conflit avec employeur. Le cabinet était discret, dans une cour du 9e. Monsieur Halimi, la cinquantaine, regard pénétrant, pas un mot de trop. Il a lu les documents que je lui avais imprimés. Puis il a posé ses lunettes. Vous tenez quelque chose, mais ce sera sale. Et long. Je n'ai pas peur. Il m'a fixé. Longtemps. Si vous sabotez, on ne vous défendra pas. Si vous documentez, on vous suit. J'ai hoché la tête. Je n'étais plus l'ingénieur silencieux. J'étais un témoin. En sortant, j'ai fait un détour. Une petite vengeance. Minuscule, mais symbolique. Je suis passé devant leur café préféré. Là où Zoé allait tous les matins. Je me suis assis à 2 tables de distance, laptop ouvert. Et j'ai lancé un faux commit. Un fichier nommé Fallback Module Legacy pays, injecté dans un vieux dépôt que j'avais encore accès à travers un compte oublié. J'ai laissé le dépôt public pendant 10 minutes, puis je l'ai supprimé. Juste assez pour que l'alerte tombe sur leur radar de sécurité. Le soir, Maxime m'a écrit « Tu joues à quoi ? Ils sont en panique ?» Je n'ai pas répondu. Je voulais qu'ils doutent, qu'ils perdent l'équilibre. Moi, je gagnais en clarté. Dans le métro, je me suis surpris à me parler à moi-même. Tu les as laissés faire, mais ça suffit maintenant. Ma voix était calme, nue, pas de haine. Juste un constat. Je n'étais plus un pion dans leur organigramme. J'étais le facteur X. Et j'allais leur rappeler ce que ça voulait dire, de construire quelque chose de ses mains. Ils ont riposté plus vite que je ne l'aurais cru. 2 jours après mon commit fantôme, je reçois une lettre recommandée. Objet. Suspension immédiate de toute collaboration en attente d'audit interne.
Aucun appel, aucun échange, juste une exclusion sèche, administrative. Je l'ai lu dans le silence de mon salon, les stores baissés. À la fin, mon nom était mal orthographié. J'ai appelé Mehalimi. Ils passent à l'offensive. Ils cherchent à vous salir. Ils peuvent. Ils vont essayer. Licenciement pour faute, usage abusif de données. Peut-être même sabotage. Mais c'était mon code. Il a soupiré. Ils ont l'infrastructure. Vous avez la vérité. Mais la vérité n'est pas un serveur. Elle doit être prouvée. Je me suis levé. J'ai tourné en rond. Dans la cuisine, j'ai ouvert un placard vide. Même ma propre maison me renvoyait l'image du manque. Puis le mail est tombé. Objet. Clarification de propriété intellectuelle. Émetteur. Légal Action Tech. FR. Ils affirmaient que l'ensemble des composants développés dans le cadre de l'emploi salarié, incluant, mais ne se limitant pas à la sécurité logicielle et à l'architecture système, appartenaient de plein droit à l'entreprise. Joignant à cela, une clause obscure d'un avenant que je ne me souvenais même pas avoir signé. J'ai relu l'email 3 fois, puis je me suis effondré. Je suis resté là, au sol, appuyé contre la machine à laver. Ma tête cognait contre le mur à chaque respiration. Une migraine sourde, une nausée fixe. J'ai pensé à tout abandonner. Je n'avais plus d'équipe, plus d'accès, plus d'autorité morale. Juste un dossier, un avocat et quelques copies de sauvegarde. Je me suis regardé dans le miroir de l'entrée. Et j'ai vu un spectre, visage creux, t-shirt froissé, une barbe inachevée, les yeux d'un homme qu'on a dépouillé. J'ai crié. Pas de rage, de fatigue. Un cri court, cassé. Puis j'ai frappé. Le miroir. 1 fois, 2 fois. La surface s'est fendue en étoiles. Je me suis arrêté net. Dans les éclats, je me suis vu 1000 fois, fragmenté, flou, déformé. Ce que j'étais, ce qu'ils avaient fait de moi. Le sang coulait lentement de mes phalanges. Je les regardais perler, tomber sur le carrelage. Rouge vif, sur fond blanc, clarté absolue. Je suis resté comme ça, longtemps. Le dos contre le mur, les poings ouverts, le souffle coupé. Et au milieu de ce silence, une question, nue, terrible. Et si c'était moi, le problème? Et si je m'étais trop enfermé, trop isolé? Si j'avais refusé de jouer le jeu collectif? Si, sans le vouloir, j'avais semé les graines de mon propre effacement? Je ne trouvais plus la frontière entre eux et moi, entre l'erreur et l'injustice, entre mon génie et ma paranoïa. Ce soir-là, j'ai désinstallé tous mes IDE, supprimé mes accès secondaires, mis mon téléphone en mode avion. Je ne voulais plus voir le monde. Le lendemain matin, je n'étais pas sûr d'exister encore. C'est Camille qui m'a sorti de l'obscurité. Elle a débarqué sans prévenir un soir avec un sac de viennoiserie et une boîte de pansements. « Tu comptes rester combien de temps comme ça ?» Je n'ai pas répondu. Elle a déposé les croissants sur le comptoir, observé le miroir brisé, puis mon silence. Elle n'a pas insisté. Juste « Tu veux vraiment qu'il gagne comme ça, en te réduisant à ça ?» Je l'ai regardée, les mains bandées, la voix éteinte. Je n'ai plus rien. Elle a haussé les épaules. T'as toi. Et t'as ce qu'ils ne pourront jamais recréer sans toi. Ton architecture, ton intention. Elle a sorti un dossier. Fichier papier. Pas un drive. J'ai eu un rendez-vous avec un ancien auditeur d'Action. Il m'a montré des documents internes. Je te les ai imprimés. J'ai ouvert. Il y avait là des procès-verbaux de réunion, des notes confidentielles, un tableau Excel avec des colonnes étranges, exploitabilité externe, potentiel de revente, niveau d'obfuscation. C'est pas juste ton code qu'ils veulent. Ils préparent une revente, mais pour ça, ils doivent effacer ta traçabilité. Un frisson m'a traversé. Ce n'était pas un vol, c'était une opération. À qui ils veulent se vendre? Elle a soupiré. À une boîte américaine, un fonds opaque basé au Delaware. Ils veulent racheter la techno avant que le produit ne soit lancé officiellement. Une sorte de transfert express. J'ai refermé le dossier. Quelque chose s'est déplacé en moi. Lentement. Profondément. Je ne voulais plus simplement récupérer mon dû. Je voulais les empêcher de vendre un système qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils ne sauraient jamais maintenir.
Un système qui, mal utilisé, pouvait devenir dangereux, surtout la couche de sécurité que j'avais conçue. Elle avait été pensée pour résister à des intrusions d'État, à des attaques massives. En de mauvaises mains, elle deviendrait un labyrinthe opaque, propice à tout détournement. Ce n'était plus une affaire d'orgueil. C'était une question d'éthique. Je me suis relevé. J'ai une copie, hors ligne, totale, chiffrée. Camille m'a regardé. Et tu sais ce qu'il faut faire? J'ai hoché la tête. Je devais documenter tout. Les origines, les intentions, les preuves de conception. Et surtout, les failles potentielles s'ils tentèrent de lancer le système sans les clés maîtresses. Et je devais le faire avant leur lancement. Camille a souri. Alors on commence. Le soir même, j'ai rouvert mon laptop, installé un nouveau système, sans trace, sans historique. J'ai listé les modules critiques, marqué ceux qui dépendaient de ma signature numérique, ceux que j'avais volontairement laissés partiellement désactivés. Par prudence. Chaque fichier, chaque ligne devenait une pièce dans un puzzle que moi seul pouvais assembler. Camille, en parallèle, contactait d'anciens collègues, un par un. Discret. Certains avaient vu, entendu, ressenti. Tous étaient restés silencieux. Mais là, face à l'ampleur, quelques-uns ont parlé. Et un soir, tard, elle est entrée dans mon salon, essoufflée. « Julien, regarde ça !» Elle avait trouvé un mail, perdu dans une archive, émis par Zoé 6 mois plus tôt. Il reste des fragments codés qu'on n'a pas encore décodés. Mais s'il disparaît, personne ne saura jamais. Je l'ai lu 2 fois. Elle savait. Ils savaient que j'étais irremplaçable. Et ils avaient misé sur ma disparition. J'ai fermé le dossier. Alors on va les forcer à me voir, en pleine lumière. Le plan a pris forme en moins d'1 semaine. Pas un sabotage, une exposition. J'ai préparé un rapport complet, technique, juridique, chronologique. 30 pages, structuré, sourcé. Titre: Origine et dépendance critique du framework ActionSec. À la fin, une note. Toute tentative de lancement sans validation cryptographique entraînera l'activation des verrous dormants. Camille a contacté un journaliste tech qu'elle connaissait, un certain Rémi Daval. Blogueur indépendant, ancien du monde informatique, viré pour excès de zèle. Parfait. On l'a rencontré dans une brasserie du 11e. Il avait l'air fatigué, mais vif. C'est explosif. Mais vous avez les preuves? Je lui ai tendu une clé USB. Tout est là, y compris les horodatages. Et les chaînes de dépendance. Sans moi, ils lancent une bombe sans mode d'emploi. Il a souri. Vous allez vous faire des ennemis puissants. Il l'était déjà. Le jeudi suivant, Action organisait une soirée de prélancement dans un espace événementiel à Bastille. Cocktail, projection, partenaires. On y est allé. Camille avait emprunté un badge d'un ancien collègue. Moi, j'avais fabriqué une invitation. L'imprimante laser, un vieux PDF et une bonne coupe de cheveux. Ça suffisait. La salle était pleine. 100 de personnes. Costumes, talons, champagne. Élise et Zoé étaient là, rayonnantes, prêtes à annoncer la fusion. Une présentatrice freelance les encadrait. Et maintenant, nous avons le plaisir de vous dévoiler. Un projecteur s'est allumé. Mais ce n'était pas leur vidéo. C'était un document, mon rapport. Page de garde en plein écran. Le titre, net. En dessous, auteur, Julien Morel. Un bruit de fond. Silence coupé. Tête qui se tourne. Élise a pâli. Zoé a tenté de couper le flux, mais Rémi avait connecté un simple mini-PC en HDMI. Invisible. Efficace. Camille a murmuré. « Regarde-les. Ils n'ont plus le contrôle. » J'ai traversé la foule. Lentement. Comme dans un rêve. Les regards se fixaient sur moi. Certains choqués, d'autres intrigués. J'ai pris un micro sur le bord de la scène. Je ne suis pas là pour revendiquer. Je suis là pour rappeler. Vous avez entre les mains un système que je suis le seul à comprendre et que vous avez tenté d'effacer. Silence. Ce système est verrouillé. Non par vengeance, par principe. Je ne pouvais pas le laisser entre des mains qui méprisent ce qu'elles ne comprennent pas. Zoé a crié. « Vous êtes un danger pour l'entreprise ?» Je l'ai regardé. « Je ne suis plus dans votre entreprise.
mais je suis dans chaque ligne de votre code. Des murmures, un frisson. Rémi a cliqué. La présentation a changé. Schéma, chronologie, correspondance. Je suis descendu de scène. La foule s'est ouverte devant moi. Pas un triomphe. Une bascule. Dehors, sur le trottoir, Camille m'a rejoint. Tu leur as tout pris. Je l'ai corrigé. Je leur ai juste rendu ce qu'ils sont vraiment. Vide. Le lendemain matin, l'article de Rémi faisait la une de tous les flux tech. Titre : Le code fantôme d'Axion. Comment une start-up a voulu vendre ce qu'elle ne possédait pas. Capture d'écran de la présentation piratée, extrait du rapport, citation de moi. Les forums explosaient. Twitter, Reddit, LinkedIn, des centaines de messages, partagés, commentés, traduits. Certains me traitaient de héros, d'autres de saboteur. Mais ce n'était plus moi le centre. C'était le système. Et lui, il brûlait. Dans l'après-midi, j'ai reçu un appel anonyme. Voix grave, précipitée. Tu devrais venir au siège. Ils sont en train de s'effondrer. Tu dois voir ça. Je n'ai rien dit. Mais j'y suis allé. Le bâtiment était encerclé par des journalistes. Caméras, micros, badge presse. Les agents de sécu tentaient de filtrer, mais personne ne contrôlait plus rien. J'ai attendu de l'autre côté de la rue. Une voiture noire est arrivée. Élise en est sortie, lunettes sombres, entourée de 2 juristes. Zoé la suivait, tremblante. Des questions ont fusé. Madame Garnier, vous confirmez que le cœur du système n'est pas opérationnel ? Le framework est-il exploitable sans Julien Morel ? Elle ne répondait pas. Mais ses silences étaient plus parlants que des aveux. Et puis, à 16h32 précise, le site officiel d'Axion a cessé de répondre. Erreur 503. Back-end unreachable. Le système avait atteint le point que j'avais défini des mois plus tôt. Le verrou éthique. Sans authentification de ma clé cryptographique, certaines fonctions critiques s'arrêtaient au bout de 72 heures. Protocole dormant. Invisible. Un garde a couru dehors, parlant dans son oreillette. Quelqu'un a crié. Le lancement est mort. La foule a réagi comme un seul corps. Un murmure massif, comme un vent d'orage. Je me suis appuyé contre un mur, bras croisés, et je les ai regardés. Élise tournait sur elle-même, cherchait des visages familiers. Zoé fixait son téléphone, les mains tremblantes. Le pouvoir les quittait, centimètre par centimètre. Un journaliste m'a reconnu. C'est lui, c'est Julien Morel. Des têtes se sont tournées. Caméra braquée, flash, cri. Je n'ai pas bougé. Une seule phrase m'est venue, calme, simple. Ils ont tenté de vendre une maison sans fondation. Je les ai juste laissés enlever le toit. Puis je suis parti. J'ai quitté la scène, les lumières, les cris. Je suis descendu dans le métro. Ligne 8, direction Ballard. Là, dans le wagon presque vide, une femme lisait l'article sur sa tablette. Elle fronçait les sourcils, hochait la tête, comme si elle comprenait. Mais elle ne savait pas que j'étais à 2 sièges d'elle. Et c'était bien ainsi. Je n'avais plus besoin d'être vu. Je n'étais plus leur employé. Je n'étais même plus leur opposant. J'étais revenu à ce que j'étais au départ. Un architecte. Invisible, mais nécessaire. J'ai loué un petit local près du canal Saint-Martin. Mur en briques, odeur de bois, silence parfait. J'ai installé mon propre serveur. Pas de cloud, pas d'intermédiaire. Rien que du code propre, du sens, du contrôle. Chaque matin, je traverse les ponts, croise des joggeurs, des livreurs, des visages pressés. Personne ne me reconnaît. Et ça me va. Un soir, j'ai reçu une enveloppe sans expéditeur. Dedans, une coupure de presse. Axion Tech annonce la mise en pause de ses activités. Les dirigeants quittent leurs fonctions. Au dos, au stylo noir. Tu les as laissés tomber sans les toucher. Je l'ai posé sur une étagère, à côté de mes anciens carnets. Puis j'ai ouvert mon terminal. Nouvelle ligne de commande, nouveau projet. Pas de vengeance, juste une promesse, ne jamais laisser le système voler l'intention.